Bonjour, je voudrais vous parler de l'épistémologie des sciences humaines et des problèmes particuliers qui se posent à cette sphère de recherche. On pourrait parler, je pense, d'un certain sabotage épistémologique des sciences humaines et, disons-le, d'un certain obscurantisme. Mais l'obscurantisme n'est pas forcément du côté que l'on imagine. L'obscurantisme ici, c'est la volonté de laisser dans l'obscurité, pour diverses raisons, un certain nombre de sujets de recherche. Il ne s'agit pas de protéger tel et tel savoir, telle et telle tradition. Il s'agit tout simplement de mener des recherches dans certains domaines avec des méthodologies qui sont ce qu'elles peuvent être, qu'on peut élaborer. Mais on s'aperçoit en tout cas que globalement, les gens aujourd'hui, dans leur culture ambiante, ont des lacunes considérables. C'est-à-dire que la société ne leur fournit pas de repères. C'est le cas notamment de la question du masculin et du féminin, c'est le cas des cycles sur lesquels les gens sont complètement démunis. C'est-à-dire que n'importe qui peut raconter n'importe quoi, c'est au choix de chacun hein, d'avoir un avis sur le sujet. Donc là, on voit bien que c'est le résultat d'un très long sabotage qui a certainement joué depuis le milieu des années 50 du siècle dernier, où l'on faisait tout pour laisser entendre que dans ce domaine-là, il n'y avait rien à chercher, rien à trouver, et que c'était une affaire personnelle, etc. Alors que c'est en réalité une affaire qui concerne directement le fonctionnement de la société, et donc une affaire politique, socio-politique. Donc, on est aussi dans ce que j'appelle, alors ce sabotage, il fonctionne à partir du déni. C'est le déni. Pourquoi le déni? Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'objet d'étude, puisqu'il s'agit des êtres humains, nie le droit de chercher à son sujet. C'est comme si, je ne sais pas moi, les fourmis décidaient que les hommes n'avaient pas le droit de travailler sur les fourmis. Ah oui, alors on va dire, ah oui, mais les êtres humains ne sont pas des fourmis. Enfin bon, genre de raisonnement comme ça. Ni le droit de faire des recherches dans ce sujet, parce que ça peut avoir des implications politiques graves, voilà, ou que ça peut contredire une certaine idéologie. Donc vous voyez bien que ce terrain, il est carrément miné. Il est miné. Le terrain de la recherche au niveau des sciences sociales, puisque c'est quand même essentiellement au niveau... Parce que sur le plan de la psychologie individuelle, on s'en fout un petit peu, bon, chacun fait son petit bricolage. Mais au niveau des sciences sociales, qui sont en phase avec des enjeux politiques, idéologiques, il y a un sabotage systématique, il y a un lobby académique, et pas seulement, un lobby médiatique, qui, euh, qui, dé, qui empêche la recherche de se mener, qui empêche les travaux d'être publiés, etc. Ou qui assimile certaines recherches de la misogynie, à de l'antisémitisme, à des superstitions, à un archaïsme, etc. Enfin, il y a tout un arsenal pour, empêcher la recherche de se mener. Je dis parler du déni, justement. Déni, voilà. On dit quelque chose sur les femmes. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, il y a des exceptions. Et puis hop, ça y est, c'est réglé. Donc c'est un domaine qui reste complètement à la merci de tout le monde. C'est un peu comme les juifs sur lesquels tout le monde avait le droit de frapper, de taper. C'est pas protégé. Les gens peuvent se défouler sur un certain nombre de domaines de recherche impunément. Et ça fait du bien de se défouler, et puis ça évite à des populations qui votent, des populations qui ont leur mot à dire, qui ont un poids politique, ça leur permet d'être protégés contre des recherches qui pourraient aller à l'encontre d'un certain type de prophétie, d'un certain type d'utopisme, qui voudrait que demain on rase gratis, etc. Et je voudrais aussi signaler cette idée aussi que, j'en parlais d'ailleurs hier dans une vidéo précédente, que les lois sont faites pour être changées. Et nous sommes dans un problème de définition. D'un côté, il y a les lois de la science dure, donc on considère qu'on ne peut pas les changer.
et puis on ne demande pas leur avis à ceux on ne demande pas leur avis aux planètes ou je sais pas, ou, ou à la Terre ou au ciel, enfin, peu importe. Bon, voilà, il n'y a pas d'interlocuteur en face qui dise moi, ce que vous dites sur moi c'est faux, ou vous me parlez de ma cyclicité cosmique c'est faux, etc. Parce que finalement c'est les mêmes termes. On parle de cyclicité, voilà, on pourrait aussi dire que les planètes ne sont pas d'accord sur ce qu'on dit à leur sujet, ou ne sont pas d'accord qu'on étudie leur cas particulièrement. Bon, je plaisante un petit peu. Mais alors il y a d'un côté les lois de la science dure, de l'autre côté il y a les lois du droit, qui, elles, par définition, sont censées pouvoir être modifiées. On change le code du travail, on change la constitution, on fait un amendement, etc. Donc là, on peut changer. Et puis entre ces deux extrêmes, qui portent d'ailleurs les mêmes noms, loi, on a ce champ qui est justement au cœur de notre travail, qui est le champ de ce que j'appelle moi la subconscience. C'est-à-dire ce sont des lois qui ne sont pas celles de la science dure, qui ne sont pas non plus celles de la science politique qui va voter des lois au Parlement et qui va changer le code civil ou je ne sais quoi. Non, ce sont des lois qui sont à la fois beaucoup plus immuables, si on veut, que les lois que l'on peut voter. Donc on ne peut pas changer par un décret le sexe des gens, par exemple. On ne peut pas changer l'histoire non plus. Mais en même temps, ce sont des lois qui ne s'inscrivent pas dans la nature, mais qui sont de l'ordre de la seconde nature, qui sont donc quelque chose d'intermédiaire, qui n'est pas facile à cerner, qui se situe entre les lois pures et dures de la science physique, de la science astronomique, de la science chimique, et les lois qui sont votées par chaque parlement, par chaque gouvernement, et qui déterminent un calendrier électoral, qui déterminent les droits de la femme, etc., et qui permet de corriger un certain nombre de choses. Et là, on voudrait assimiler les recherches sur le masculin et le féminin, ou sur les cycles, à ce champ où la loi peut modifier les choses. Or, c'est une erreur grave. Dans certains domaines, au niveau des structures, des fonctions sociales et des fonctionnements que nous avons en nous-mêmes, ça n'est pas révisable comme ça par une décision juridique. Et ça n'est pas non plus quelque chose qui s'appuie sur une sorte de phénomène éternel qui serait l'histoire du cosmos, l'histoire de la biologie, etc. C'est un champ intermédiaire qui n'est réductible ni aux lois de la science dure, ni aux lois du juridisme. Hannah Arendt était persuadée que toute la question des sciences molles pouvait être réglée à coup de loi, à coup de législation. Ce n'est pas totalement faux non plus, puisque historiquement, ces lois de la subconscience ont été effectivement de l'ordre du juridique. Mais elles ne le sont plus. Elles ont basculé dans le domaine de la subconscience. Elles ont basculé de la surconscience à la subconscience. Et à partir de ce moment-là, avec le temps, des lois qui étaient au départ arbitraires, certes, sont devenues absolument, comme je le disais, une seconde nature, et on ne peut pas corriger ces lois extrêmement ancrées dans notre subconscience à coup de lois de l'ordre de la loi aujourd'hui, du droit aujourd'hui.